À l'époque, Paris n'est pas encore la métropole tentaculaire que nous connaissons, mais c'est déjà un centre stratégique en plein essor, protégé derrière ses remparts. Ses 10 000 habitants sont majoritairement concentrés sur l'île de la Cité, un territoire de la superficie de 30 terrains de football. C'est une énorme cible pour les Vikings. Paris est protégé, mais ce n'est pas le centre du pouvoir franc. Ce n'est pas le cœur de la Francie occidentale de Charles le Chauve. Charles le Chauve est l'un des petits-fils du premier empereur d'Occident, le grand Charlemagne. Il est déjà affaibli par des années de guerre contre ses frères qui ont vu l'éclatement du royaume de son grand-père en 3 parties. Si bien que lorsque 120 navires vikings transportant 5000 hommes arrivent aux portes de Paris, il est totalement incapable de faire face à une attaque d'une telle ampleur. Une flotte de cette taille ne vient pas pour commercer. C'est clair, ils sont là pour faire la guerre. C'est une montée en puissance spectaculaire dans les attaques vikings. Et pour les habitants de Paris, c'est cataclysmique. Lorsqu'ils arrivent, les Vikings commencent par ceinturer l'île de la Cité et campent autour de la ville. Leur chef pourrait bien être Ragnar Lodbrok, un personnage popularisé par la célèbre série de la chaîne History, comme on le voit sur ces images. Quand on pense au cliché du chef viking, ce Superman scandinave, on pense souvent à Ragnar, tel qu'on le voit dans la série Viking. On le décrit comme l'idéal viking, beau et charismatique, un homme honorable et un grand leader. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'il ait existé. C'est un personnage semi-légendaire. Il y a probablement du vrai, mais démêler le vrai du faux, c'est très compliqué. Ce que les Vikings font à Paris est beaucoup plus sûr, et c'est inattendu. Alors que l'on pourrait penser qu'ils vont tout incendier et tout détruire comme lors de leurs raids habituels, ces hommes du Nord surprennent leur monde. Ils font preuve d'une audace insoupçonnée et dévoilent une image bien différente du simple cliché guerrier auquel l'inconscient collectif les associe. Ils n'attaquent pas de front. Ils savent qu'il y aurait trop de pertes humaines s'ils dansaient l'assaut. Alors à la place, ils utilisent la peur. Les Anglais du 19e siècle sont en grande partie responsables de ce cliché du tueur assoiffé de sang. En réalité, assiéger une ville est bien plus efficace. Il ne faut pas imaginer un siège médiéval classique avec des trébuchets et des machines de guerre. Les Vikings sont malins, ils savent que vous n'avez nulle part où aller. Ils mettent au point une tactique de siège, ils attendent et ils vous affament. Ils coupent les lignes de ravitaillement en contrôlant la Seine et en incendiant les alentours. Ils réduisent en cendres les réserves vitales de la ville et imposent un blocus impitoyable aux Parisiens. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre fléau s'abat sur leurs victimes. Un ennemi invisible, aussi implacable que les Vikings eux-mêmes. Une terrible famine qui ravage la région depuis 4 ans. Ça fait des années qu'il n'y a plus de récolte. On en est réduit à mettre de la terre dans la farine et à manger ce pain de terre. Un terrible coup du sort qui ne laisse aucune chance aux Parisiens. Face à cette population affamée, retranchée derrière ses remparts, les Vikings mènent un siège brutal fondé sur la peur et la démonstration de force. Pour démoraliser les Francs et priver Paris de renforts, ils remontent la Seine, pillent tout sur leur passage et capturent des otages. Dans ce cas précis, les Vikings sont moins des guerriers que des criminels. On pourrait presque les comparer à des cyberterroristes. Ils réclament une rançon énorme en menaçant de tout ravager si on ne paye pas. Tout le monde a intérêt à trouver une solution rapidement. Charles le Chauve n'est pas dans la cité, mais en aval de la Seine, où il tente de faire face aux Vikings avec son armée. Battu et impuissant, il est contraint de faire l'impensable pour sauver Paris de la destruction. Dans ce moment de crise extrême, il se dit que la meilleure option, c'est de verser 7000 livres d'argent. En payant les Vikings, Charles crée un précédent majeur. Ce n'est peut-être pas le premier paiement de ce type, mais c'est l'un des plus importants. Après seulement quelques semaines de siège, les Vikings quittent Paris.
Charles le Chauve perd toute autorité aux yeux de son peuple. Pire, ce paiement ouvre la voie à une stratégie systématique de chantage. C'est vraiment un moment charnière dans l'évolution des pillages. Les Vikings comprennent qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent sans se battre. Après ça, c'est l'effet domino. D'autres villes sont en danger. Après le siège de Paris, les Vikings ne sont plus de simples pillards surgis de la mer. Ils s'imposent désormais comme une force redoutable, capable de défier les plus grands royaumes d'Europe. L'or, mais surtout l'argent, deviennent les véritables nerfs vitaux de leur puissance grandissante. Mais c'est loin d'être leur seule convoitise. Si vous êtes un Viking, vous portez peut-être un bracelet d'argent. Ça montre que vous êtes un guerrier qui a réussi. Mais l'argent sert aussi à acheter d'autres biens, d'autres marchandises. Et la plupart du temps, vous l'obtenez en vendant des esclaves. La valeur d'une vie humaine est sans doute le bien le plus précieux qu'on puisse avoir à l'époque viking. Ce n'est pas très acceptable pour nous. On aime souvent idéaliser les Vikings. Pourtant, l'esclavage est au cœur de leur économie. Moines, femmes, paysans, enfants, ils les arrachent à leurs terres pour s'en servir de monnaie marchande. Dans le monde viking, nul n'est à l'abri. Même les leurs peuvent finir en esclavage. Parfois, les Vikings n'ont même pas besoin de se battre. Les habitants leur vendent directement des esclaves. Des ports vikings comme Dublin, York ou Edby se transforment en plaque tournante du trafic d'esclaves. À l'est, ils remontent les fleuves et commercent avec l'Empire romain d'Orient et les vastes réseaux marchands du monde islamique. Mais les esclaves ne sont pas uniquement destinés à être échangés contre de l'argent, des fourrures, des épices ou des armes. Dans les foyers scandinaves, ils deviennent la main-d'œuvre invisible et l'objet de tous les désirs. Les esclaves servent de main-d'œuvre dans les fermes, mais au sein du foyer, ils servent aussi d'esclaves sexuels. Et cela concerne aussi bien les femmes que les enfants. On estime qu'ils représentent entre 10 et 25% de la population, ce qui est considérable. C'est un pilier de leur économie. On est bien loin du cliché viking. Pas si pacifique et sympathique qu'on les imagine, après tout. Les Vikings ne sont pas seulement des conquérants ou des explorateurs visionnaires. Ils sont aussi les marchands impitoyables d'une traite humaine à grande échelle. Et leurs navires, glorifiés comme symboles de liberté et d'aventure, deviennent en réalité les instruments d'un empire marchand en pleine expansion, fondé sur l'esclavage.